Moi, je m'appelle Ousmane Gueye. Je suis né au Sénégal, à Dakar plus exactement. J'ai grandi à Thiès, à la cité Balabé. Mon père était de la régie des chemins de fer. Et c'est en 1967 que nous sommes venus au Sénégal. Et voilà, depuis, on essaye de participer au développement du Sénégal à travers la culture, à travers l'art, et puis propager ce que nous avons appris de mieux, la culture, à travers le monde. Donc à l'école primaire déjà, il y avait l'initiation à l'art une fois par semaine. Voilà, je crois qu'il y a le don qui vient en vous, la grâce et le Créateur suprême qui choisit des gens parmi nous ou pour former des professeurs, des docteurs, des sculpteurs, des aménagistes, des architectes, etc. Et par la suite, j'ai été remarqué très tôt, sans savoir ce que je faisais. Il y a ce qu'on appelle des concours plage qui étaient organisés à Anne, auxquels j'ai participé. Il y a eu des œuvres que j'avais réalisées qui sont parties pour le Festival mondial des arts nègres que avait organisé le président Senghor. Mais jusqu'à là, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Ce n'est que par la suite où il y a eu des expositions organisées par le ministère de la Culture. Il y avait Alioune Sène comme ministre de la Culture qui a commencé à organiser le premier festival, c'est pas un festival, mais le salon, un salon des artistes sénégalais au musée Dynamique qu'avait érigé Senghor à l'occasion du festival. Et il y avait le ministre de la Culture, Alioune Sène. Ma première exposition, la deuxième exposition au salon, le troisième salon des artistes sénégalais, c'est là où je me suis fait remarquer par le président de la République, où il y avait Alioune Sène, Abdou Diouf, qui était Premier ministre. Voilà, j'ai été convoqué par rapport à une œuvre que j'avais réalisée, intitulée Le Sage Sérère. Je crois que cette sculpture est encore à la présidence quelque part. Moi, je l'ai vue lorsque le président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a été élu. Il y a eu un reportage qui a été fait au Palais. Et durant ce reportage, j'ai vu une sculpture. Il faudrait aller, je crois, à la présidente pour regarder. Parce que cette sculpture, c'est Senghor qui l'avait achetée et que ça a été transporté au palais présidentiel. Donc voilà, c'est là où je me suis fait remarquer. Et mon père m'a appelé par la suite. Le président Senghor a envoyé, je ne dirais pas la garde républicaine, mais des motards. À l'époque, c'était impressionnant. Qui sont venus avec un courrier, une lettre que... Voilà, il habite ici, M. Ousmane Gueye. La rue était remplie de monde parce que c'était impressionnant de voir devant la maison de mes parents des motards. Ce n'était pas la police ni la gendarmerie, mais c'était des motards venant de la présidence avec une sirène pour venir m'apporter un courrier, une convocation faite pour aller répondre au président de la République. Cette rencontre était faite. Le président de la République m'a récompensé, m'a acheté une œuvre, cette œuvre-là, en quelque sorte. Et c'est là où mes parents ont dit, ah, Ousmane, vous savez, les parents n'aiment pas l'art en général. Que ce soit tous les autres moyens d'expression artistique, tels que la musique, le fashion, la danse. Tout le monde veut à ce que son fils devienne docteur, ministre, professeur, etc. Mais être artiste, guitariste, on insiste sur ce qu'on aime. Mais quand il y a eu le président de la République qui s'y est mêlé, c'est là où mon père a pris au sérieux ce que je faisais pour dire voilà,
Si c'est le président de la République, j'ai travaillé toute ma vie, jusqu'à ma retraite, il ne me connaît pas. Si le président de la République vous convoque à travers ce que vous faites, c'est parce que peut-être c'est intéressant et c'est important. Alors, il faut le remercier et lui écrire à nouveau. Quand on fait quelque chose, on essaie d'attaquer, en tout cas celui qui est le mieux dans cette discipline ou dans ce qu'il fait. Si on ne le dépasse pas, on sera se rapprocher en tout cas du meilleur. Alors, il faudrait dans ce cas-là aller en Europe, se perfectionner par rapport à ce que vous faites. J'étais déjà à l'école des arts sur la Corniche, c'était avenue Pétarvin, juste avec André Sec, un professeur. Il y avait Pierre Lotz en peinture, il y avait l'école d'architecture avec les Habib Diène, Dominique Correa, et puis Moudra Afrique était là aussi, Daï Patience Diop, Germaine Acogny, etc. Et Moudra Béjar, qui avait accepté de venir. C'est là où d'ailleurs le musée a été transformé par l'école de danse Moudra Afrique. Et voilà, j'ai écrit au président de la République, qui m'a répondu: je suis disposé à vous octroyer une bourse pour aller vous perfectionner en Europe plutôt qu'aux Antilles. Parce qu'il y a un sculpteur qui s'appelle Cardenas. Et je voulais aller en Venezuela avec un apprentissage, avec Cardenas. Mais il y avait le côté un tout petit peu marxiste, Lénine, le communisme. Et qu'il y avait Moscou aussi, une école de l'Union soviétique. Mais Senghor ne voulait pas à ce que je devienne communiste, etc. Et c'est ce qu'il a joué, le ministre de la Culture, qui a demandé à son tour à ce qu'une bourse me soit octroyée par l'enseignement supérieur pour aller en France, donc à l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est ça que je suis allé en France avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a eu une certaine sorte d'accrochage. Comme c'est le président de la République qui a demandé de faire dans les plus brefs délais que je puisse rejoindre mon école, Alioune Sène, feu Alioune Sène. Alioune Sène était, je crois, le André Malraux de l'art au Sénégal. Le meilleur ministre de la Culture que le Sénégal a eu, c'était Alioune Sène. Et je suis resté par la suite plusieurs mois sans partir. Il y avait une dame, je ne sais pas, qui s'appelait, je crois, Madame Dem, qui habitait à Liberté 6. Je suis allé un jour à une fête, qui m'a dit: mais Ousmane, mais le président de la République demande après vous tout le temps, et que vous n'avez même pas écrit une carte postale, une lettre pour le remercier. Depuis quand vous êtes revenu? Vous êtes en vacances? J'ai dit: mais moi je ne suis jamais parti. Il m'a dit: quoi? Mais pourtant le ministre a dit qu'il vous a envoyé. J'ai dit: non, non, moi je n'ai pas quitté le Sénégal. Et il m'a dit: écoute, refais une lettre au président et vous m'apportez la lettre, je vais le mettre dans le courrier demain. C'était un jeudi, je crois, vendredi. Et je suis allé, c'est ce que j'ai fait. Et le ministre de la Culture m'a encore convoqué une deuxième fois pour me dire: oui, vous voulez partir, vous allez partir, etc. Il a demandé, ceci étant à son tour, à Ousmane Camara, que j'ai les lettres, d'obtenir l'inscription de M. Gueye à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et le président de la République m'a demandé qu'il puisse rejoindre son école dans les 2 semaines qui suivent, et qu'il faudrait faire une dérogation et lui octroyer la bourse rapidement. Ce qui n'était pas vrai. Ils m'ont donné un billet, j'ai fait mon passeport, en 3 jours j'étais à Paris. Donc je suis arrivé le 5 janvier avec le froid à Paris, rejoindre mon école. Je suis allé au secrétariat, on m'a dit: mais monsieur, il n'y a pas il faut faire un examen, il faut faire l'examen d'entrée, le concours d'entrée, parce que les beaux-arts, on n'y entre pas comme ça, et que l'examen, c'est au mois de juin, c'est passé depuis longtemps.
J'ai dit non, 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 mais moi, j'ai les lettres, c'est le président Senghor qui m'a envoyé pour... il m'a dit, mais c'est qui Senghor? On connaît. On ne connaît pas Senghor. Voilà. Par la grâce de Dieu, c'est comme ça que j'ai su, quand il y a une décision du Créateur suprême, avec la bénédiction de ton pays et des parents, voilà, les choses se décantent. J'ai travaillé par hasard avec des allers-retours. J'avais un ami qui s'appelait Ouattara, un Ivoirien, qui était déjà aux Beaux-Arts. Et Ousmane Camara a écrit une lettre. Cette lettre est partie chez Alioune Badiane. Alioune Badiane fut le directeur des arts ici, le directeur de l'école des arts du Sénégal, de Dakar. 2 ans de mon aîné, donc est venu au Sénégal pour enseigner, etc. Il est critique d'art en même temps. Je l'ai trouvé aux Beaux-Arts. Badiane m'a beaucoup aidé pour d'abord maintenir cette bourse, parce que Ousmane Camara avait dit de le rapatrier. Il y avait le CIES, le Centre international des étudiants et stagiaires. Le Sénégal n'avait pas encore de bureau des bourses à l'époque. C'était le ministère de la coopération française. Et c'est par la suite qu'il y a eu la BNDS qui est venue avec Fati, avec Lopez et tous ces gens qui ont occupé une bureau des bourses, etc. Mais par la grâce de Dieu, ce que je dis, j'étais dans la cour de l'école. Les professeurs d'art plastique de cette école sont des artistes connus qui enseignent. Ce n'est pas des enseignants, c'est des professeurs qui ont acquis non seulement une notoriété de leur travail. Donc je peux citer par exemple César. César a fait le pouce et c'est grâce à César qu'on fait les trophées des festivals de films de Cannes. Il y a Étienne Martin, les demeures, comme les Dogons, etc. Il y a Jean Cardo, qui était mon professeur de sculpture, Mademoiselle Poncelet, il y avait Alechensky, qui est venu par la suite, il y a Paul Bury en hydraulique, et puis Nogues Rangues en architecture, ce qu'on appelle architecture élémentaire. L'architecture vous permet de comprendre ce qu'on appelle le langage architectural et être aussi en mesure de faire un plan au sol, de comprendre, de faire des coupes, une élévation, etc. Dans les règles de l'architecture. Parce que les sculpteurs ont toujours travaillé en fait très rapprochés, en symbiose avec les architectes. Donc, d'où les monuments de l'Italie, le 14, 15, 16e siècle, qu'on appelle le Quattrocinto, etc. Et surtout, le choix aussi des matières et des techniques utilisées pour des maisons en pierre, pour la chaux, pour les matières premières, et les matières que nous avons, voilà, l'argile, etc. Donc, on travaille sur tout ça comme un peu ce que veut le Bakou. C'est comme ça que j'ai pu, avec succès, faire les 8 ans à l'École nationale supérieure des beaux-arts, me perfectionner. Et après les beaux-arts, j'ai fait Carrare, c'est les plus grosses carrières de marbre. Je suis allé en Italie avec l'Académie des beaux-arts de Rome. J'ai fait 2 ans. Par la suite, je suis allé au Brésil, je suis allé en Argentine, je suis allé au Mexique, en Thaïlande, en Jamaïque et au Japon. Et là, j'ai commencé un tout petit peu. Et les États-Unis. J'ai vécu 17 ans, presque 18 ans, aux États-Unis. Et les États-Unis ont pris le métier de pouvoir être connu sur l'art, les expositions. Et c'est là où j'ai fait l'une des plus grandes expositions sur l'avenue Broadway avec Giuliani, sur lequel l'exposition était intitulée « Les têtes livres », comme Willy Soyinka, Ampateba, Cheikh Anta Diop, Langston Hughes, ça c'est des écrivains de Renaissance Harlem, James Baldwin, Maya Angelou, etc. Cette exposition était exceptionnelle et magnifique. Je suis venu au Sénégal plusieurs fois. Quand on veut bien faire, quand on veut bien savoir, même la vitesse
Lumière a été battue. Donc on rend à César ce qui appartient à César. Le Sénégal est un pays exceptionnel où nous avons une impression, je fais très attention, je mâche mes mots, que tout est à faire dans le domaine culturel. La première chose, ce que je remarque par rapport à des manifestations culturelles, nous avons aujourd'hui en dehors, il n'y a pas beaucoup de galeries d'art, il n'y a pas non plus de collectionneurs d'art qui comprennent la valeur de l'art. Quand on parle de collectionneur réel, c'est qu'un artiste doit vivre de son art. On ne peut pas profiter de la pauvreté des artistes pour acquérir leurs œuvres à des prix dérisoires et s'appeler collectionneur. C'est même pas sérieux, n'est-ce pas? Alors, l'organisation des manifestations culturelles n'est pas non plus privée. L'art n'est pas organisé par un gouvernement. Il y a des directeurs de galeries, il y a des institutions culturelles, il y a des fondations qui puissent être en mesure d'organiser les events, les événements culturels. Si j'ose citer, par exemple, à Paris, il y a au Grand Palais la FIAC, n'est-ce pas? Et après, vous avez le Art Basel à Miami, vous avez le Harumi à Tokyo, qui correspondent peut-être à ce qu'ils appellent ici au Sénégal une biennale. Mais la biennale des arts regroupe beaucoup de choses qui durent un mois et c'est comme si on doit être payé la récompense de l'achat, de l'acquisition des œuvres d'art des artistes sénégalais doit se faire tous les 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de galerie d'exposition en abondance, avec une similitude, ou bien avec, si j'ose dire, à Paris, il y a le quartier latin, donc Saint-Germain-des-Prés, avec les galeries d'art. Il y a la Bastille, avec beaucoup de galeries. Il y a le Faubourg Saint-Honoré, avec beaucoup de galeries. Et puis, la place Vendôme, etc. Au Sénégal, on ne peut pas dire ça. À New York, c'est Soho. Mais c'est aussi Fifth Avenue, Madison. C'est comme si on prenait les allées de Centenaire, dégager les Chinois et faire des galeries d'art magnifiques avec le fashion, les bijoux et tout ça, pour que ça continue de la place de l'Indépendance jusqu'à Liberté 6, pour cross la VDN et jusqu'à Guédiawaye, Saint-Louis. Parce que cette exposition, qui c'est qui achète les œuvres des artistes? Comment nous pouvons exposer sur des espaces où vous pouvez montrer réellement votre travail? Il y a ce qu'ils appellent le off, qui sont des artistes confirmés, et il y a le in, où il y a une présélection, je crois, qu'on fait dans les quelques endroits que nous avons, comme l'ancien palais de justice, et puis le musée des civilisations, Monroe, etc. Je crois que cette biennale, c'est une bonne chose, organisée par l'État. Il y a un ministère de la Culture, etc., auquel il faut, je crois, aller plus loin. Il faut que cette biennale puisse être itinérante. C'est la Biennale internationale des arts doit suivre aujourd'hui les 8 pôles, et il y a jadis les 14 régions du Sénégal. Il faut qu'elle tourne. Que quand la biennale est organisée à Dakar, c'est Dakar. Ce n'est pas Dakar, Saint-Louis, Thiès, non. On n'a pas le temps. Les vrais acheteurs et le tourisme culturel venant de l'extérieur,
Ils ont 4 jours. On ne peut pas faire un tour du Sénégal pour visiter des expositions, des off et des in. C'est même à la limite, je suis désolé du terme, c'est ridicule. Donc, prendre le stade de 100 000 places ou un endroit dans la banlieue, faire comme le Art Basel Miami, vous avez le Harumi à Tokyo, je dis encore une fois de plus, vous avez le New York Art Expo qui correspond à la Biennale. Mais ces choses sont dirigées par des galeries. La galerie d'art fait un contrat avec l'artiste ou des artistes et c'est lui qui véhicule le travail de l'artiste. L'artiste ne se vend pas lui-même. Il ne dirige pas une exposition. Si vous pouvez ouvrir votre atelier, faire un cocktail, quand vous êtes à mi-chemin, mi-chemin, ça veut dire que, voilà, je prépare une exposition, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois que je travaille, je ne peux pas vendre les œuvres, si ce n'est je dois les exposer, et je vais inviter des gens pour vendre quelques tableaux, pour pouvoir continuer ma création à ce que j'atteins le nombre de tableaux ou voilà ce que je suis en train de faire. En ce moment, on vend soi-même ses propres affaires. Donc, il faudrait que la Biennale soit pensée de cette manière. Moi, je suis un rêveur, comme un artiste. Un pays qui n'a pas de rêve ne peut pas évoluer. Je propose à ce qu'il y ait la Biennale internationale et la mi-biennale. La biennale, la mi-biennale ne peut pas être le salon parce que c'est africain, la biennale. Tous les artistes africains viennent et la biennale commence à prendre une ampleur. Mais en Afrique, pour les artistes et nous-mêmes. Mais il ne faut pas juste faire des biennales, il faut vendre. Essayer de classer l'art contemporain africain au top niveau. Nous sommes en train de voir avec le Bakou, en collaboration avec Drouot, Sotheby's, Christie, pour donner de la valeur à ce que nous faisons. Il y a les arts, ne sont pas uniquement plastiques. Il y a des arts décoratifs, les arts et métiers, l'art culinaire, le 7e art, la musique, l'architecture et le cinéma, etc. Et l'artisanat, pardon. Toutes ces branches font partie de la culture, n'est-ce pas? Mais les arts plastiques sont à peu près un peu plus intellectuels et un peu de savoir-faire. Ils sont Bakou, c'est le Bakou, les arts plastiques. Parce qu'il faut 22 unités de valeur pour avoir un diplôme supérieur d'art plastique, n'est-ce pas? Donc, je crois que moi, j'irai plus loin que ce que j'appelle un sacrifice national, un sacrifice africain. Le sacrifice, il est à ce que la population sénégalaise puisse ensemble emprunter, je ne dis pas d'être, emprunter un tout petit peu, Mao Zedong, et faire ce sacrifice pour les futures générations. Et on a un moment, aujourd'hui, je crois que la Chine est au top niveau, équal aux États-Unis ou plus, pour la richesse, pour le savoir-faire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas exclure. Mais la Chine a fait le sacrifice populaire de tous les Chinois. Si l'administration sénégalaise, l'État, qui est prioritaire, demande, je dis par hasard, Thiaroye, qu'on doit déménager, parce que ce n'est pas possible de vivre dans l'anarchie, il faut des infrastructures de base importantes par rapport à l'assainissement, il faut verdir, il faut retracer les routes, pour qu'on prenne Malick Mbow, Habib Diène, Goudiaby Atepa, de faire un vrai plan d'urbanisme, de structure. Bien, il faut qu'ils acceptent. Mais qu'ils soient prioritaires
de ce qu'on va construire, des maisons, on leur donne d'autres endroits en attendant. Il n'y a que comme ça que nous pouvons rénover et participer sur tout ce qu'on veut. Maintenant, le plus important pour moi, encore une fois de plus, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est la même chose. Quand on n'est pas apte, on ne peut pas faire des gribouillages. On ne peut pas se considérer comme un artiste de valeur où ce que vous faites n'est pas coté, n'a pas de cote. On fait comme la musique sénégalaise. On fait un grand concert à Paris, tous les Africains viennent, on fait boudoum boudoum, mais ça ne se vend pas. C'est la même chose. Parce que parmi les moyens d'expression artistique, là où nous sommes aujourd'hui, peut-être, je le dis, hein, moi je m'en fous, les musiciens africains auraient pu ne plus jamais descendre. Dans les années 80, nous avons eu une opportunité. Je dis bien tout le monde. C'est là où les différents moyens d'expression artistique devraient converger à un point en commun, culminant, ensemble, pour résister et faire ce qu'on appelle une nouvelle tendance du monde entier et d'être accepté. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a eu quelques qui sont, voilà, boum, 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 quelques 2-3 concerts, et c'est là qu'il fallait faire, profiter de ramener le manque à gagner, n'est-ce pas, la valeur ajoutée, ici. Parce qu'on fait la promotion là-bas, et on vient ici. Je donne un exemple sur ce que je suis en train de faire, c'est Woodstock, Africa. Les plus grands concerts, je le répète encore. Et il ne faut pas qu'on essaye de me prendre les idées. Il faut travailler avec moi. Et je fais toujours appel à ceux qui sont ensemble. C'est l'État. La priorité, c'est l'État, aujourd'hui. L'espoir qui est né, cet espoir, elle est africaine. Je dis le nom. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et surtout, Ousmane Sonko, le Premier ministre, a réussi à donner l'espoir à l'Afrique. Plus jamais, il n'y aura pas plus de 2 mandats, par exemple. Et tout le monde est en attente de qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer. Il ne faut pas fermer les portes. Il faut ouvrir. Ceux qui sont à la tête de l'administration, de ce qui me concerne, le directeur des arts, la culture, je les tends les bras. Et le privé, le secteur privé, c'est eux avec qui doivent prendre la culture en charge. L'État préserve, comme en France, aux États-Unis, partout. Il n'y a pas de biennale, il y a le salon des artistes, des indépendants, en France. L'État peut-être donne les locaux, comme le Grand Palais, etc. Il y a la FIAC, mais c'est payant. Si on organise une exposition qu'il faut acheter son stand, on peut nous donner toujours des exemples. La foire internationale de Dakar, pour faire les stands et créer la Biennale internationale des arts. Ceci étant, des podiums, des tentes peuvent être organisés pour aussi bien le off que le emerging artists. Et que tout le Sénégal, avec une promotion réelle, on n'attend pas 2-3 jours avant. Il faut que ça soit médiatisé sur le plan international. Il faut que ces artistes soient respectés à ce qu'on organise une vraie exposition de l'art contemporain africain avec les tapisseries, manufactures de Thiès, avec voilà, tout ce qui est la création. Le but, c'est de faire du Sénégal un hub de l'art et de participer sur le développement culturel du pays avec le tourisme, avec des collectionneurs. Et le Bakou, l'architecture,
Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Le rêve, et ce que j'aimerais bien voir, et y participer, c'est que les architectes sénégalais puissent arriver à cette mode. Malik Mbow le fait, Atepa Pierre Goudiaby le fait, Habib Diène le fait. On a compris aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'architecture. Qu'est-ce qui change si on arrive à la technologie moderne? Parce qu'à Tokyo, par exemple, on fait les immeubles, il y a les tremblements de terre, les immeubles, ça bouge, donc il faut travailler avec les ressorts en dessous pour être en mesure de supporter des magnitudes de 7 ou même un peu moins, que ton immeuble ne tombe pas, comme les maisons qui tombent ici, etc. Mais le problème fondamental aujourd'hui, c'est aussi d'arriver à New York, à ce que nous, on soit... Il y a l'été indien, il y a eu toutes sortes, n'est-ce pas, dans le monde entier, de la participation des grands artistes venant du monde entier, aux États-Unis et partout. Pas encore véhiculer l'art contemporain africain avec toute la globalité sur le développement du monde. Mais on commence par ici, d'accord. Et aujourd'hui, personnellement, le rêve du président Senghor, moi je lui dois beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert donc, la voie pour que je puisse foncer. Et je ne regrette pas. Je crois que comparé à beaucoup de gens qui disaient que les bourses et l'art de l'art, c'est du gaspillage, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance technique et le savoir-faire dans plusieurs domaines, je le répète et je le dis, que je suis en mesure aujourd'hui de créer, d'après mes propres calculs, bien sûr, 140 000 emplois dans deux domaines différents. Il y a la pierre, que je sais vraiment faire, et que j'ai appris par la suite, l'agriculture raisonnée, bio, et l'aménagement des espaces urbains et de l'environnement. Comme par hasard, c'est le tourisme vert qui est aujourd'hui où 40 ou 50% de la population mondiale sont à la recherche de ce tourisme. Mais je veux juste terminer là pour dire que l'objectif de l'Afrique, des 54 pays africains, comme c'est le Sénégal qui est le modèle, n'est-ce pas, depuis l'AOF, l'Afrique occidentale française de nos jours, peut-être que devrait déposer une candidature pour deux choses. Le Green Sénégal, avec le CAP 21, CAP, etc., travailler dans ce sens-là et dire que oui, aujourd'hui, notre objectif, c'est bien la Biennale, etc. Nous voulons faire la première exposition universelle de l'Afrique avec les mathématiciens, avec les écrivains, avec les techniciens, les ingénieurs, etc. Mais l'art est là, mais il y a aussi les autres corps de métier qu'il faut regrouper pour que la première exposition universelle soit ici au Sénégal. Voilà, moi j'ai appris, depuis tout petit en fait, parce que moi j'ai grandi, comme je vous avais dit, à Thiès. La biodiversité y est vraiment présente. À l'époque, il y avait les assistants techniques français qui dirigeaient la régie des chemins de fer du Sénégal pour le Dakar-Bamako, et que ça allait à Saint-Louis, à Touba, etc. Et que je regrette que le Sénégal n'a pas ce mode de transport aujourd'hui. En tant qu'artiste, on connaît l'artiste en général qui fait voilà, des sculptures, ça s'appelle la taille directe. Mais ça, c'est vraiment un petit secteur de ce qu'un artiste fait aujourd'hui. Père, on n'a pas d'ailleurs au Sénégal l'habitude de voir des artistes qui participent au développement d'un pays. Parmi les 22 unités de valeur que j'ai eues, donc ce qu'on appelle des certificats, et l'acquisition du savoir-faire dans des carrières de pierre, je suis aujourd'hui en mesure de créer avec l'architecture, donc l'habitat, des maisons en pierre, l'aménagement du territoire, l'érosion marine pour qu'on ne prenne pas les Hollandais. Et si je calcule par rapport au mètre cubage de pierre que je pourrais faire, nous avons
des pierres qui sont, bon, pas trop de valeur, parce que je suis obligé, on me tape dessus quand je dis ça, mais les pierres de plage n'ont aucune valeur marchande, parce que c'est de la lave. Il ne faut pas mélanger de la lave, parce qu'il y a eu des éruptions. Quelle année, je ne sais pas. C'est ce qui a créé les mamelles, etc. Et ces pierres-là, c'est de la lave. Elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas été cristallisées. Nous avons, ceci étant, du basalte. Et nous avons du calcaire marbrier. C'est ce qu'on appelle au Sénégal la pierre de Rufisque. Nous avons de la latérite rouge, qui est belle, une très belle pierre. Et nous avons des silex, beaucoup, magnifiques. Malheureusement, c'est là où le savoir-faire vient. Parce que ces pierres, ils les cassent pour faire du gravier. Elles n'adhèrent même pas par le temps. Et ce sont des pierres décoratives, ce sont des pierres de luxe. Je vais dire plus tard, mais bon, je ne veux pas dire le prix de ce que ça coûte. Je peux faire une formation pour le mobilier urbain, l'aménagement des espaces. C'est beaucoup trop de choses pour former des gens, parce que la formation est l'exportation de la réalisation des œuvres qui sont pour le quotidien, des cuisines, des salles de bain, des ceci, etc. Elles peuvent être exportées et créer une main-d'œuvre exceptionnelle et faire de la valeur ajoutée dans le pays. La pierre est aussi importante que le pétrole et le gaz. Il n'y a pas beaucoup de tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre est sculpté. Je suis à l'origine de la corniche ouest de Dakar. J'ai appris à 2, 3 petits, c'est eux qui continuent à tailler aujourd'hui. Mais si j'avance des choses, ils sont fâchés. Parce que la critique, elle est importante. Tu ne dois pas être fâché, parce que tu ne sais pas faire. Tailler le marbre, le granit, et faire des choses qui te font, toi, du bien. Parce que ta pierre que tu tailles, à la longue, elle s'effrite, elle va disparaître. Tu ne feras pas partie de ceux qui peuvent marquer et être parmi les témoins de l'histoire. Tes œuvres vont disparaître. N'est-ce pas? C'est comme si tu construis une belle maison en bordure de mer qui n'est pas protégée, et puis à la longue, l'érosion vient et l'eau, ta maison, elle tombe. Créez de la valeur à ce que vous faites pour que l'on puisse accepter l'art africain dans le plus haut niveau. C'est ça que je suis en train de dire. Donc viens, si tu sais faire, on va faire. Si tu ne sais pas faire, je vais t'apprendre. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, la région de Kédougou, Bakel, Tambacounda, Ndindi Ferlo, toute cette partie-là, j'ai été là-bas il n'y a pas longtemps, regarder et visiter, Nyokolokoba, etc. C'est ça le domaine de la pierre, qui est en abondance, sur une exportation. Je donne une petite idée, parce qu'il faut le faire, après ils vont calculer. C'est 2600 €, peut-être plus aujourd'hui, une tonne, avec 500 000 ou 1 million de tonnes à vendre. Quel type de pierre? Tout. Le granit, le marbre. Parce que le marbre, la façon dont elle est extraite, elle n'est pas... C'est pas comme ça. Si l'Occident ne s'est pas intéressé, tu sais, quand ils ont quelque chose, ils y vont. C'est parce qu'il y a un problème de structure. Il y a un problème de paracheminement. Il y a un problème d'extraction. Il n'y a pas de route. Pour qu'un marbre soit réellement valable, il faut 4 mètres sur 4 de hauteur. Pour le couper et le rouler, il faut le poser où? Comment on l'amène au port pour l'exporter? C'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, nous pouvons utiliser ces matières, ressources naturelles, ici, dans notre pays. Il faudrait l'utiliser là-bas pour faire la plus belle ville avec nos choses. C'est tout. On va en vendre un tout petit peu, mais participer dans ce développement de l'urbanisation du Sénégal,
avec le marbre, c'est froid, c'est magnifique. Là-bas, c'est trop chaud, avec des ventilations naturelles. Si on fait une soustraction, je donne toujours des exemples parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire des choses qui ne peuvent pas se calculer tout de suite. Les châteaux de la Loire, l'Italie, le Yémen, la Grèce, tout est en pierre. Si on puisse venir aujourd'hui témoigner, pour un témoignage de l'histoire, je dis bien figé, 6000 ans avant Jésus-Christ. Montre-moi ici quelque chose de 6000 ans. Il n'y a pas. Mais les pierres, les châteaux sont encore là. Et tout ce qui a été utilisé, donc quand vous faites une soustraction, je dis encore, de béton, ça veut dire du gravier, vous enlevez le ciment, vous enlevez la pierre, le métal, il reste quoi? Pas beaucoup pour un investissement de construire. Une belle maison coûte jusqu'à 150 millions de dollars. Ça veut dire 75 milliards. Et si nous n'avons pas cette attraction de la beauté par excellence, et nous voulons les top dollars, pour les multimilliardaires, il faut leur offrir quelque chose, aussi bien sur le mobilier, sur la piscine qui n'est pas n'importe quoi, sur des maisons de luxe allant dans cette direction-là, parce que je suis désolé de dire en argent, mais pour que les gens comprennent, il faut dire la valeur des choses. C'est ça que ça coûte. C'est ça que le Sénégal est infesté de matières qui puissent être transformées. Et je suis prêt à apprendre, de donner l'apprentissage qu'il faut pour l'utilisation de ces matières. Ça, c'est une chose, la pierre. Donc, quand je dis 150 000, 140 000 emplois, je me suis basé par 10 000 emplois par les 14 régions multipliées par 14. 10 000. En 5 ans, nous pouvons atteindre cette ruée vers cette mode de transformation. Et la deuxième chose, moi, c'est pourquoi j'ai été intéressé, j'aime ça, c'est dans mon ADN, l'aménagement des espaces urbains et de l'environnement. Ça veut dire l'agriculture et le paysage. Il n'y a pas beaucoup de paysagistes ici. Je dis encore, moi j'ai vécu 2 ans au Japon, consécutifs, 2 ans. Le fait d'y aller, aller-retour, ça a duré 8 ans de faire des allers-retours et des expositions. Quand on a des expositions, vous avez le curriculum sur lequel on marque les années et les expositions et le film et la presse, etc. Donc, on peut prouver et regarder, il n'y a plus rien que l'on puisse avancer ou dire sans pour autant qu'elle se vérifie à la minute près. Donc, on part sur l'aménagement vert, le tourisme vert, qui m'a intéressé ou qui m'a interpellé et qui est venu en moi depuis l'âge de 6 ans. Je répète, le syndicat d'initiative de la cité Balabé, les Blancs, sont venus voir ma mère pour emprunter le jardinier, pour faire la cité. Et ce jardinier, c'était moi. C'était mes fleurs, c'était mes affaires dans la maison et l'extérieur que j'arrosais. J'achetais à tour de rôle l'arrosage de mes frères pour payer en mangue, parce que je montais mieux que tout le monde, pour qu'ils ne touchent pas le jardin, c'est moi qui m'en occupe. Alors je ne suis pas étonné aujourd'hui de voir que parmi ceux qui sont cités, que ce soit Pierre Rabhi, Catherine Abécassis, je les connais très bien, Pierre est mort, il y a Olivier Béra, tous ces gens qui sont les vrais professionnels du légume et des fruits, des essences, l'huile essentielle, etc., dans le monde, je les connais très bien et nous sommes des amis. Donc, j'ai pu participer à ce que le Sénégal puisse être, je veux, le premier pays exportateur de légumes et fruits les plus chers du monde. L'acquisition de la connaissance par rapport à ça se solde par en même temps le tourisme vert.
Donc nous avons la Casamance. Quand j'entends aujourd'hui le déminage, le retour des Casacés dans ces endroits hostiles, difficiles, Kédougou, Nyokolokoba, et peut-être que ça vient à son heure. J'essaye de voir le gouvernement, parce que vous ne pouvez pas ignorer ce que je suis en train de dire, même si vous ne savez rien dedans. Le parc paysager, c'est ce que je fais. Un parc paysager, je rajoute africain. Sur une inspiration que j'ai inventée. Donc, ce qu'on appelle Versailles, le Louis XIV, le nôtre, le design. Vous avez Chambord, Chenonceau, le Bois-Bon-Boucher, etc., etc. C'est beaucoup de châteaux de la Loire. Le Jardin des Plantes à Paris, Monceau, n'est-ce pas? Et le Louvre. À Tokyo, c'est Yoyogi, Central Park à New York, etc. Ce qu'il y a de plus dans ce que je crée, c'est le côté africain et la recherche culturelle et artistique et le savoir-faire de la transplantation, capter l'eau de l'air, faire du jardin de promenade de quelque chose qui va rejoindre l'utile et l'agréable. Parce que la beauté incite à oublier le désespoir, elle oublie la faim et donne de l'inspiration. C'est une ruée vers les parcs paysagers africains qui peuvent amener jusqu'à plusieurs millions de personnes parce que chaque destination au Sénégal a quelque chose de particulier. Si vous allez à Louga et Kébémer, c'est complètement différent. Tu vas à Saint-Louis, c'est différent. Vous allez à Fouta, c'est différent. Kédougou, c'est différent. C'est cette chance que nous avons pour aller vers ce travail. Maintenant, le tourisme et la ruée vers le Sénégal par rapport au tourisme vert et ces parcs paysagers sur lesquels je peux faire, je le répète, moi je ne cache pas, de prendre 50 baobabs, de les mettre les unes sur les autres qui ne sont pas morts, sortir le son des arbres, éclairer, illuminer des endroits féeriques, je crois que ça donne de l'espoir à la population. Ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Quand on apprend ces leçons, quand on écrit et on se trouve surrounded, entouré de beauté inouïe, et cette sérénité, c'est ce que le Sénégal a vraiment besoin. Mais ce n'est pas que les parcs paysagers, il y a une démarche de l'État aujourd'hui. Pourquoi une autosuffisance alimentaire? Rien ne se fait en une journée, à part une démarche du Gabon qui s'appelle Eboga. On plante un arbre le même jour, on boit des trucs, l'arbre grandit dans le même jour et fait des fruits. Et on mange les fruits. Mais ils boivent quelque chose, tu vois, ils ne voient pas bien. Ça s'appelle le Eboga. Ça, c'est les mienés qui donnent à manger aux morts chaque 7 ans. Là-bas, et tout le monde fait la cuisine, on va dans les cimetières, on plante. À part cet arbre-là, nous, ce n'est pas la même chose. Donc, je propose de faire l'agriculture dans la ville, la campagne dans la ville. C'est juste temporaire. Peut-être, pourquoi pas, parce que ça appartiendrait à chaque femme, serait heureuse de se réveiller et de ne pas aller au marché. Parce que c'est ce qu'elle cherche, c'est dans la maison. Nous avons ce qu'on appelle des surfaces perdues. Ces surfaces sont ce qu'on appelle les surfaces planes, c'est les terrasses auxquelles il faut travailler avec un grinder, les fertilizers, engrais, et le compost qu'il faut fabriquer avec des structures légères qui ne sont pas lourdes, qui ne demandent pas beaucoup d'eau, pour planter les terrasses et en faire des potagers.
Ce n'est pas des jardins, c'est des potagers. Alors, il y a beaucoup d'espace de perdu dans une maison. C'est le vertical. Tout ce qui grimpe peut être utilisé sur des surfaces planes qui sont des murs aveugles. Je peux aussi venir dans cette création. Je ne vais pas le faire pour le Sénégal, mais je peux créer la société en accompagnement avec l'État, je ne connais pas moi les ministères ici, mais pour que former des jeunes qui vont dans ces maisons-là, dans les quartiers, à l'université, dans les hôpitaux, travailler à ce que les légumes et les fruits qu'on mange dans la maison viennent de la maison, et les rues et les places. L'autosuffisance, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle la mécanisation. Parce que je ne suis pas pour. C'est le remembrement en France. C'est ce que l'erreur que la France a fait. Ils ont copié sur le modèle américain des surfaces de je ne sais pas combien d'hectares, 1000 hectares, avec des tracteurs, c'est colossal, où ils ont été obligés de rejoindre avec les Monsantos, les pesticides, ils ont détruit la terre. En France et l'Europe, c'est foutu. On ne mange plus rien de bien. L'Afrique doit suivre le développement, ce sorte de développement pour développer les esprits, pas l'extérieur. Parce que c'est les gens qui doivent être d'abord développés avant de partir sur des développements. Rester dans l'équilibre, travailler sur des énergies renouvelables, travailler sur des énergies solaires, travailler sur capter l'eau de l'air, apprendre la transplantation des arbres et de faire de nos arbres la pharmacopée nécessaire, les huiles essentielles pour l'exportation de tout ce que nous avons avec des vrais chercheurs sur le travail qui est nécessaire de faire. Avec ce que nous avons, c'est vraiment, c'est colossal, c'est beaucoup trop. Donc il ne faut pas faire l'arachide, mais l'huile, ça ne se boit pas. Il faut réduire, n'est-ce pas? Tout ce travail d'anarchie qui ont été, d'ailleurs, c'est le colon, c'est la France qui avait besoin d'huile, pas nous, pour imposer la monoculture. Et cette monoculture doit être diminuée. On parle de blé, on parle de 90 jours pour obtenir. Mais il faut voir les blés. Quel blé? La farine, quelle est la qualité de la farine? On a besoin de froid. Et on a beaucoup de son. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les graines mères. Les graines mères sont des graines bio qu'on met dans des abris atomiques. On met dans des coffres de banque. En cas de guerre comme l'Iran là actuellement, que voilà, on bombarde tout, il n'y a plus de graines. C'est ce qui s'est passé au Japon, Nagasaki, Hiroshima, etc. Et donc les seuls arbres qui ont résisté là-bas, c'était les ginkgo. Et les graines mères, c'est comme quand on coupe un melon ou une pastèque. Avec les multitudes de graines qu'il y a une graine dedans qui est la graine mère. Réoxygéner les terres avec les engrais qu'il faut, naturels, pour que ces terres puissent travailler correctement. Donner de la terre à ceux qui en ont besoin. Je viens avec ce concept intitulé « La forêt bleue ». Toute ma vie, je n'ai jamais été découragé. Je suis allé à Ngékhor pour la première fois, où 64 hectares de terre m'ont été octroyés par Abou Ndiaye. C'était le maire. Mais par la suite, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, le conseil, ceci, cela. C'est Dieu qui n'avait pas voulu à ce que ce projet puisse voir le jour là-bas. Mais Abdoulaye Wade, qui peut aujourd'hui, s'il peut témoigner, vous dire, j'ai les lettres de soutien de Wade par rapport à son projet. Quand j'ai vu Abdoulaye Wade pour la première fois, que je le connaissais jadis, en 1975, Abdoulaye Wade a inauguré ma première exposition en solo
dans les salons de Kardamel à l'hôtel Teranga. J'habitais à Amitié 2 avec mon grand frère et il habitait là. Il y avait Obey Diop, Tamsir Mboub, Tata Annette Mbaye d'Erneville, le docteur Mbaye Ndoye, colonel Massar, Doud Diop, etc. Voilà, je tournais autour de ces gens qui m'ont beaucoup aidé. Madame Gueye qui était propriétaire de Relais, etc. J'ai vu Abdoulaye Wade par la suite pour lui parler de mon projet de la forêt bleue. Venant du Japon, j'étais avec 15 Japonais qui voulaient investir au Sénégal pour justement cette production de riz. 800 milliards pour faire du Sénégal le bassin de production de riz. On est resté un mois à attendre ici. Ils étaient à Teranga, etc., les hôtels. Et nous avons été finalement, parce qu'on voulait voir Abdou Diouf. On n'a pas pu le voir. Et Moudien Ndiaye, qui fut le directeur de cabinet des forces armées, bien avant en hydraulique, de Cheikh Ahmedou Kane, je crois, nous a trouvé un rendez-vous avec Abdoulaye Wade, qui venait d'être nommé ministre d'État auprès de Abdou Diouf, et Habib Sy était son directeur de cabinet. Nous avons été reçus dans les bureaux actuels de l'APIX, près de la primature. Quand j'ai présenté le projet à Wade, il m'a dit, non seulement vous préservez l'environnement, je devais faire un aéroport sur la Somone à Ngexokh. Mais la façon dont vous avez expliqué la forêt de Baobab et ce que vous voulez faire avec son impact sur l'environnement et le développement du tourisme vert dans ce secteur, je vous aiderai à obtenir non seulement le financement, et si le président Diouf ne veut pas faire le projet, je ferai un scandale international auprès des Nations Unies. J'ai cette lettre-là encore aujourd'hui et Habib prenait les notes, qui m'appelle d'ailleurs la forêt bleue. Et je voudrais tout simplement, ce n'est pas de dire du mal, mais ce sont des témoins, que cette forêt bleue aurait pu, depuis les années 80, voir le jour depuis longtemps. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer l'actuel ministre de l'industrie, Serigne Gueye Diop, que j'ai fait des éloges sur la 2STV, une émission intitulée « C'est-à-dire ». Et le terrain ne m'a jamais été octroyé réellement à Sandiara. J'y suis retourné plusieurs fois et qu'il y a eu après le Covid qui est arrivé. On ne pouvait plus sortir de chez soi. Il fallait vite rentrer. Lorsque j'ai été pour venir faire le forage, travailler sur la forêt bleue, ça ne s'est pas passé. Tout récemment, un endroit à Dias, avec le maire, pareil. Plus de nouvelles. On appelle aujourd'hui, demain, mais au départ, ils sont au courant de votre projet. Beaucoup de gens au Sénégal, il faut arrêter le plagiat. Ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, vous ne le savez pas faire. Il faut laisser la diaspora et tous ceux qui ont parti, hustle, ça veut dire travailler dur pour revenir avec un bagage, pour participer au développement de ce pays. Il faut nous laisser faire. Parce que nous avons le savoir-faire. Il ne s'agit pas de parler souvent que d'investisseurs. Est-ce que vous avez des investisseurs? J'explique toujours que c'est quoi un investisseur? C'est quelqu'un qui met un tout petit peu et qui prend plus, avec une durée, et qui vous laisse le reste qui va se casser. C'est ça l'investisseur. Si nous avons nos propres moyens, avec le peuple et le public sénégalais à nous accompagner à réaliser quelque chose que nous allons laisser ici pour la future génération et qui peut participer au développement du pays, il ne faut pas nous demander des investisseurs. On n'a pas d'investisseurs. Mais nous savons le savoir-faire.
sur plusieurs choses qui ne nécessitent pas, quelquefois, un investissement colossal pour le réaliser. Tout ce qu'on demande, c'est un terrain. Et que nous pouvons le développer très rapidement. C'est rapide. Parce qu'on ne plante pas un arbre pour attendre 50 ans que cela puisse atteindre son niveau maximal, mais on transplante aujourd'hui. Et nous savons le savoir-faire. C'est ça, je vous parle de la beauté de quelque chose, l'exportation des légumes et les fruits les plus chers du monde. Et je crois que le parc paysager de la forêt bleue peut très sincèrement faire la différence de ce qui existe aujourd'hui. Vous savez, quand on explique quelquefois en Afrique ou au Sénégal, la première chose, c'est malheureux à dire, on ne vous croit pas. Oui, parce qu'on reste sur cette histoire de moule, d'une certaine sorte de lavage de cerveau. C'est ce qu'on appelle le slavery mentality. L'Occident a tellement brouillé l'Afrique avec l'esclavage que nous avons cette sorte d'attitude de non-respect à la reconnaissance des uns et des autres. L'éducation de base familiale, elle a disparu. Mais quelqu'un d'adulte, ce qu'on dit en Wolof, kilifa, n'a pas le temps de dire des choses qui ne sont pas faites pour faire le malin. Et qu'il y a, si le gouvernement français, sénégalais, le ministère de la Culture, n'importe, appelle dans une mairie de dire on veut connaître le propriétaire de cette demeure, on regarde, on dit ah ben oui, c'est M. Ousmane Gueye. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas à chercher de midi à 14h, est-ce qu'il dit la vérité ou pas. J'ai eu une bénédiction et je demande à chaque Sénégalais, en tout cas de ce qui me concerne, de respecter les parents, ton père et ta mère. C'est ça la voie de la réussite. Si tu leur apportes le bonheur, tu auras tout ce que tu veux. J'étais là avec ma mère, j'étais là avec mon père qui m'a béni. Je n'ai pas d'argent pour dire, mais j'ai acquis au moment voulu 5 hectares de terrain dans les châteaux de la Loire que j'ai moi-même creusé chaque centimètre pour y planter 2500 arbres fruitiers aujourd'hui qui produisent 600 pommiers, cerisiers, des pruniers, etc. Et quand il y a la floraison de cet endroit, c'est une merveille. La beauté par excellence de ce qu'on peut comparer avec la floraison des cerisiers au Japon, d'ailleurs qui m'a donné l'inspiration, le sakura. N'est-ce pas? Cette maison, certes, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a des écuries, il y a des étables. J'appelle ça une seigneurie. On peut dire château si on veut. Du 14, 15, 16e siècle. Et c'est un Sénégalais tout petit, sculpteur de la corniche ouest de Dakar, qui en est le propriétaire. Donc cet endroit, aujourd'hui, est sénégalais. Ça appartient au Sénégal. Et ça devrait être une fierté du Sénégal. Et donc c'est là où j'ai été invité par le Bakou, que je remercie beaucoup, Malik Mbow, le Bakou. Malik a quelque chose de particulier, différent du Conseil de l'ordre des architectes. Malik, il connaît l'art. Contrairement à beaucoup d'autres qui ne connaissent pas l'art. Et quand on connaît l'art, on est dans le Bakou. Parce que c'est ça qui donne l'ambition. Ils m'ont invité pour venir participer au salon de l'habitat, donc de l'urbanisme et de l'architecture des architectes africains, qui a eu lieu le 22, 23, 24 du mois passé au centre Abdou Diouf, où j'ai eu la chance de
proposé d'exposer 5 sculptures à peu près dans le salon des exposants. Et Pierre trouvait l'occasion de voir en même temps Atepa Goudiaby. Atepa, c'est la crème. C'est la crème, c'est celui qui a compris. Il fait partie des Louvres. Parce que sa vision n'est plus du tout à faire un immeuble. C'est pas de faire une belle maison. Goudiaby voit une ville. Il voit un pays. Il peut faire un pays. Et c'est normal parce qu'il y a eu quoi ici? 3 architectes. Il était là. Richetti, un Italien vieux, c'est l'ancien propriétaire, son fils de l'hôtel Indépendance, qui habitait ici à Point-E. C'est Richetti qui m'a donné mon premier travail. Et je me suis fait payer 3 millions de CFA. Et ça, c'était l'hôtel de Djugakabe aux Almadies. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait quelqu'un qui faisait des briques rouges qui s'appelait Frappoli, Richetti, Cheikh Ngom, n'est-ce pas? Et un certain Fall. Donc, on rend hommage à ces gens, on les remercie, et dans le cadre de la compréhension du peuple sénégalais, pour la réussite du Sénégal, et accompagner le gouvernement pour réussir à ce que, même si nous devons faire le sacrifice pour nos enfants et nos petits-enfants, pour que l'on puisse se souvenir et participer dans le développement de ce pays-là, laisser quelque chose à la future génération, faire partie des témoins de l'histoire, c'est ça vraiment que nous voulons faire aujourd'hui.